Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, plusieurs questions en direct compte tenu du délai. L'effet de la suppression de 1883 postes dans le second degré lors du dernier budget a pour résultat souvent l'impossibilité de remplacer les professeurs atteints par la Covid. Votre promesse de 5000 embauches pour les suppléer est visiblement loin d'être atteinte puisque 2200 contractuels ont pu être recrutés depuis la rentrée de septembre. Quelles mesures allez-vous prendre pour pallier ce manque? J'en viens à la situation au regard de la vaccination. À la reprise du 26 avril, seuls 15 000 personnels sur 1,2 million ont été vaccinés. En comparaison, en Espagne, les enseignants sont vaccinés depuis mars. Pourquoi un tel retard en France? Ensuite, concernant les autotests, vous annoncez pouvoir les doubler à la mi-mai à l'école en passant à 600 000 par semaine, soit moins de 10% des 6 millions d'élèves du primaire. Or, les remontées de terrain font apparaître une diffusion erratique avec des problèmes de mise en œuvre. Pourquoi ne pas donner la priorité, par exemple, aux zones les plus touchées? Enfin, sur la question des détecteurs de CO2 et de purificateurs d'air dans les classes, le gouvernement ne peut pas systématiquement se défausser sur les collectivités locales. Un financement de l'État serait nécessaire pour permettre Merci. à toutes les communes de pouvoir équiper les écoles. Merci de nous dire ce qu'il en est sur ce point. Merci. S'agissant de la vaccination des professeurs, question qui a été posée, qui était aussi présente dans la question de Monsieur le député Labi et dans d'autres interventions, en plus de celle de Madame la députée Thiel. Donc, je rappelle la doctrine sanitaire. Hein. Donc, chacun sait que l'objectif en France, c'est d'aller des plus vulnérables aux moins vulnérables, et que c'est cet ordre-là d'abord qui guide la façon dont les vaccins se répartissent dans la population, avec une augmentation désormais de 10 millions par mois. Donc, cet objectif de 10 millions a été atteint au mois d'avril. Nous atteindrons l'objectif de 20 millions au mois de mai et de 30 millions au mois de juin. Sur cet objectif central, s'est greffé l'objectif de vacciner par catégorie professionnelle. D'abord les soignants, puis ensuite les professeurs et les personnels travaillant pour l'éducation, pas seulement les professeurs. C'est ainsi qu'on a créé le circuit spécifique pour les personnels prioritaires, donc les personnels travaillant pour l'éducation, mais aussi les forces de l'ordre. Et nous l'avons fait pour les plus de 55 ans. Ce dispositif a eu un succès relatif, disons qu'il a permis quand même les 15 000 vaccinations que l'une d'entre vous a rappelées. Je suis d'ailleurs moi-même allé me faire vacciner dans un de ces centres avec l'AstraZeneca pour bien dire que ce vaccin était tout à fait valable. Et vous voyez d'ailleurs que je suis dans une santé normale après l'avoir eu. Malheureusement, l'image d'AstraZeneca fait que il n'y a pas eu une fréquentation aussi forte que l'on aurait voulu des centres de vaccination pour les plus de 55 ans, pour les publics prioritaires. Ça là reste évidemment ouvert et c'est l'occasion de dire que quel que soit le vaccin, AstraZeneca ou autre, dès lors qu'ils sont validés par nos autorités de santé, il faut évidemment aller se faire vacciner. S'agissant des moins de 55 ans, évidemment, l'accélération de la vaccination en population générale va bénéficier au personnel de l'éducation nationale. Donc, comme vous l'avez vu, le président de la République a annoncé que c'était pour le 10 mai. Je souhaitais justement que le 10 mai, on puisse le faire pour les personnels de l'éducation nationale. Donc, c'est en population générale et pour les personnels de l'éducation nationale comme pour les autres. Il pourrait y avoir en avance de phase les publics de l'éducation nationale quand on descendra ensuite en dessous de 50 ans dans peu de temps. C'est en tout cas à cette hypothèse que l'on travaille, qui sera tranchée en Conseil de défense lors de prochain Conseil de défense. Et donc, c'est en tout cas une hypothèse que nous poussons et qui est importante. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est que fort heureusement, les professeurs ne font pas partie des catégories professionnelles les plus contaminées, c'est même en dessous de la moyenne, notamment du fait du respect des gestes barrières. Nous avons, c'est d'ailleurs une des démonstrations du fait que le virus ne circule pas plus en milieu scolaire qu'ailleurs, hein, et je l'ai souvent dit. Et c'est évidemment ce qui fait que nous restons avec des protocoles sanitaires politiques. Sur le remplacement, alors c'est une question, vous avez été plusieurs à me la poser, donc je réponds là aussi d'un coup à votre question. Je rappelle que
nous avons recruté 6 000 professeurs contractuels de plus à l'occasion de cette année scolaire et 8 000 assistants d'éducation s'agissant du second degré. Nous avions par ailleurs créé 2200 ETP à la rentrée dans le premier degré et 2700 contrats d'assistants d'éducation dans le second degré. Donc on a mobilisé des moyens très importants et dans la période actuelle, c'est-à-dire cette dernière ligne droite des mois de mai et juin, les recteurs ont une possibilité de recrutement ouverte chaque fois que des problèmes de remplacement sont rencontrés. C'est une mesure inédite dans l'éducation nationale qui est faite pour remédier aux problèmes de remplacement qui peuvent être constatés. Là aussi, le sujet est parfois pas forcément un problème de moyens budgétaires, mais un sujet de recrutement, d'avoir les ressources humaines correspondantes, notamment quand il s'agit de lieux, par exemple, un peu enclavés. Mais en tout cas, l'objectif est évidemment d'assurer le remplacement à 100%. Je n'ignore pas que nous n'y arriverons pas. Il y a parfois des chiffres spectaculaires qui sont donnés. Par exemple, j'ai vu une organisation dire qu'il y avait des millions de journées de classe non assurées. Quand on regarde le nombre que cela représente, c'est environ 0,03% des heures de cours qui n'ont pas été assurées. Donc évidemment, quand on est parent d'élève et qu'on est soi-même concerné par des absences, on a à juste titre très agacé. Mais il faut y avoir aussi tout ce qui a été fait qui a permis de diminuer autant que possible ce problème, même si je suis d'accord pour reconnaître que la situation n'est pas pure et parfaite. Il y a d'ailleurs très peu de choses qui sont parfaites dans la période actuelle. Je suis évidemment obligé de le reconnaître, mais on doit reconnaître aussi tout ce qui est fait par les uns et les autres pour que nous ayons les inconvénients les moins grands possibles dans une situation qui est quand même une situation, rappelons-le, de crise très grave, hein, et pour lesquelles dans d'autres pays les écoles sont fermées. Alors, question posée par Madame la députée Tolmont. Sur le remplacement et sur la vaccination, j'ai répondu. Vous demandez là aussi pourquoi ne pas aller dans les zones les plus touchées dans notre politique de test. Alors, c'est la stratégie suivie. Donc là encore, si vous constatez que ce n'est pas exactement ce qui se passe dans les territoires que vous connaissez, n'hésitez pas à être en interaction avec l'éducation nationale pour cela, parce que c'est avec les autorités de santé ce que nous cherchons à faire. Et sur les détecteurs de CO2 et sur les purificateurs d'air, alors je rappelle que, en effet, c'est une compétence des collectivités locales. Donc je suis assez respectueux de cela, parce qu'à chaque fois que nous ne le sommes pas, nous le faisons reprocher. Donc je suis dans une situation un peu paradoxale sur cette question. Mais depuis de nombreux mois, nous recommandons et l'un et l'autre, c'est-à-dire et les détecteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Alors dans les deux cas, nous assortissons nos recommandations, et ça se trouve aussi dans les questions fréquemment posées, c'est-à-dire le texte qui est sur le site internet du ministère. Dans les deux cas, nous assortissons cela d'un certain nombre de recommandations. Alors, je ne vais pas toutes les dire là, mais je voudrais rappeler que, s'agissant des tests de CO2, nous disons que c'est bien, que ça peut même avoir des vertus pédagogiques, mais que c'est un thermomètre en réalité, et que donc ça ne doit évidemment pas nous faire oublier l'essentiel, c'est-à-dire le brassage d'air le plus fréquemment possible, au moins une fois chaque heure, qui est quelque chose d'essentiel. Et rien ne remplace l'ouverture des fenêtres, tout simplement, même les purificateurs d'air. Et s'agissant des purificateurs d'air, il y a eu toute une série de travaux scientifiques assez détaillés et complexes pour voir les avantages ou pas des purificateurs d'air. Il y avait une certaine prudence des autorités de santé sur ce sujet parce que la démonstration n'était pas faite que tous les purificateurs d'air étaient efficaces. Il pouvait y avoir des aspects contre-productifs et puis aussi parfois le fait qu'on pouvait considérer que ça remplace le fait d'ouvrir les fenêtres, et ce qui n'est pas le cas. C'est un sujet assez complexe en réalité sur le plan technique et nous donnons tous les éléments sur notre site, mais ça peut être très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des purificateurs d'air, nous les encourageons, mais pas n'importe comment. Enfin, il y a une dimension financière dans votre question, et là aussi, nous avons donné consigne au préfet d'aider les collectivités locales quand elles le demandaient, s'il y avait un problème de cet ordre pour leur politique. Des collectivités locales ont été en pointe sur cette question, et on peut que les en féliciter. Nous les avons encouragées dans l'exercice de leurs compétences, comme pour, par exemple, les aménagements de cantines. Je pense que si nous nous étions substitués, des reproches nous auraient été faits, mais en tout cas, nous sommes en position à la fois d'appui et de conseil, et éventuellement d'appui financier au travers des préfets quand cela est nécessaire.